Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui soignent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une professionnelle du patrimoine qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée par des professionnels qui travaillent sur le terrain. On prend la place. Moi, c'est Siggy, ma spécialité c'est l'histoire des techniques artistiques et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire du patrimoine et des ateliers d'artistes. Mais dans le podcast Art à Cœur, je passe le micro à mes collègues. Sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui dans le podcast Art à Cœur, j'accueille Magali Troy qui est restauratrice de peinture. Bonjour Magali. Bonjour Ségolène. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour démarrer cette saison. Dans cette saison, on va être sur le terrain. Donc tu ouvres le bal avec un sujet bien vraiment grand format, monumental. Je ne sais pas combien on va avoir de sujets de cette envergure, mais là vraiment on voit les choses en grand. Avant de nous présenter ce sujet en particulier, est-ce que tu peux un petit peu te représenter, dire où tu travailles, pour qui, comment ? Eh bien écoute, je travaille en Bretagne. Je suis cofondatrice du PEPAC Grand Ouest, le pôle pluridisciplinaire installé au cœur du Morbihan. Je dirige également l'atelier et laboratoire Arkward depuis 2007. Et je travaille un petit peu de partout sur des projets extraordinaires. Donc dans toute la France, carrément en Europe, oui. Un peu partout, En fonction, des projets. Super. Et donc ces deux laboratoires qui sont privés ou tu travailles... Oui, c'est des laboratoires privés qui vont travailler ensuite pour des privés ou des publics. Exactement, on travaille pour les deux, oui. D'accord. Alors là, dans le cadre donc, de cette mission-là, ça s'est fait comment ? Pour la Fondation Vasarely. Voilà, c'est le sujet du jour. Hop, on saute dedans. Voilà. On saute dedans, tout à fait. Donc, c'est le chantier de restauration des peintures Nexel à la Fondation Vasarely. Eh bien, écoute, c'est une belle histoire puisque nous avons répondu avec ma consoeur Laura Briganti à un marché public pour travailler sur les peintures Nexel. Mais au préalable, depuis 2019, nous étudions énormément d'intégration monumentale à la Fondation. Nous avons fait l'étude préalable de 19 intégrations monumentales de Victor Vasarely. Donc, qu'est-ce qu'on appelle intégration monumentale ? Ce sont des murs, des œuvres, en fait, sur des grands murs de 8 mètres de haut par 6 mètres de large. Okay. Voilà, qui sont faites avec de multiples matériaux, qui sont absolument renversantes. Et donc, on en a étudié 19. Il y avait 12 œuvres staff, fond staff et peinture glycérophthalique. C'est quoi le staff ? Le plâtre. Ok, donc c'est structuré peut-être On pouvait avoir aussi des coffrages, exactement, des coffrages structurés, sinon sur mur lisse. Il y avait toute une typologie d'œuvres différentes et on avait également 7 œuvres sur carton, encre sérigraphique et peinture glycérophthalique. Toujours dans ce format exceptionnel. Ok, et tout ça c'est en intérieur, en extérieur ? En intérieur, au sein même de la Fondation Vasarely qui elle-même est une œuvre d'art à part entière. En fait. D'accord. On va parler clairement de Vasarely, qui c'est dans un tout petit instant. Est-ce que tu peux nous préciser avant ce que c'est qu'une peinture glycérophthalique ? Ouais, ok. Donc, terme jargonnant, qu'est-ce que c'est grosso modo ? Donc, c'est une peinture alkyd. Tout ce qui est peinture industrielle, en fait. D'accord. Qui sont arrivées après les années 50 et qui étaient sensationnelles pour les artistes à l'époque, puisque c'était en grosse quantité. Terminer les petits tubes, on passait carrément au seau. Donc, formidable. Et puis, ça donnait un élan exceptionnel pour des créations grand format. Et beaucoup plus solide, j'imagine, qu'une peinture à l'eau ou pas spécifiquement ? Oui, alors, c'est pas du tout les mêmes typologies d'œuvres. Ouais. Mais elle reste quand même extrêmement sensible à tout ce qui est détergent ou autre. Il peut y avoir différents phénomènes physico-chimiques. Des enjeux dont tu vas nous parler, j'imagine. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a bien apprécié pendant le chantier. Et en fait, suite à l'étude préalable, on a également été... on n'avait pas fait l'étude préalable des 2 peintures Nexel.
C'était l'équipe d'Émilie Faust qui a fait cette étude préalable. Un excellent rapport qui nous a été confié au moment où on a décroché le chantier, sur lequel on s'est appuyé, bien évidemment, pour faire notre protocole. Donc quand tu parles de marché public, en fait, pour repréciser, on en a un peu parlé dans la première saison, Oui, c'est une commande qui est passée sur un site, en gros, d'annonce, oui, où les personnes répondent donc au marché, les restauratrices, à plusieurs, parfois toutes seules. Et là, ce que tu as l'air de nous dire, c'est qu'il y a une équipe qui s'est chargée de l'étude préalable, oui, et qu'ensuite, il y a eu un autre marché, et là, c'est ton équipe qui s'est occupée exactement. de la partie pratique sur la base. Exactement. Donc la collaboration se fait pas qu'au sein d'une équipe, ça se fait vraiment dans toute une Oui. chaîne. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Puis même pour répondre à une consultation ou un marché public, généralement, on peut avoir accès justement aux études préalables pour savoir si techniquement, logistiquement parlant aussi, on est capable de répondre à la demande. Ouais, complètement. D'accord. Et après, tu as le droit ou tu peux communiquer avec les personnes qui ont fait l'étude préalable. Oui, oui, bien évidemment. D'accord. Oui, oui. Oui, il n'y a pas forcément ce côté fermé, cloisonné qu'on pouvait retrouver peut-être dans l'artisanat à d'autres époques, où là, il y a vraiment plus ce besoin de communiquer pour le bien de l'œuvre. Oui, oui, tout à fait. Et puis de toute façon, les dossiers étaient transmis par la fondation, voilà, qui, voilà, de toute façon, est aussi dans la philosophie du partage de connaissances. Donc, Qu'est-ce que c'est une Excel? C'est un type d'œuvre? C'est quoi? Nexel, c'est la peinture en fait. C'est une peinture industrielle, assez particulière en fait. Donc à base de peinture alkyd, mais avec des inclusions de microbine néoprène à l'intérieur. D'accord. Le néoprène est un exemple dans le quotidien. Et ben, la colle néoprène, la bonne vieille colle. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir ce microbine donc, dans la peinture? Eh bien, en fait, ça crée une surface granuleuse. Mais c'est extrêmement subtil, c'est vraiment microscopique. Enfin. Et au séchage, en fait, on a un effet sablé, une finition d'un, en fait, peau de pêche, qui était très intéressante et qui a beaucoup séduit Victor Vasarely. Donc c'est un but esthétique surtout, cet effet? Oui, mais pas. En fait, elle a été utilisée par les quelques artistes, mais elle était surtout utilisée au niveau industriel et énormément utilisée dans les télescopes, les cabines Apollo également, sur différents mobiliers aussi, voilà, au niveau artistique après, parce qu'elle avait la particularité de ne pas réfléchir la lumière. Très technique. Ouais. Il n'en fallait pas moins pour attirer Victor Vasarely. J'avoue, parce que là, c'est grand format, mais alors là, c'est le bout de l'univers. Enfin, vraiment, on va très loin, on voyage en fusée et tout. Déjà qu'on travaille avec un matériau en restauration, pour l'anecdote, qui s'appelle le Tyvek, qui sert à faire des parachutes, justement, ou enfin, comment ça s'appelle? Des couvertures murales, en fait, dans les fusées, etc. Donc là, on est vraiment dans le cosmos. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, là on est dans le cosmos, dans l'univers plastique, enfin tout est absolument les années 70 quoi. Les années 70. Justement, parlons de Victor Vasarely. Qui est-ce? Pourquoi ses œuvres? Pourquoi cette recherche aussi de matériaux innovants et un peu différents? Oui, oui, donc Victor Vasarely est un peintre hongrois qui s'est installé en France et qui a énormément travaillé dans le marketing, enfin pour le marketing, hein, il faisait beaucoup d'affiches, il faisait beaucoup de travail en fait, on va dire probablement au début de sa carrière assez alimentaire, mais en fait il avait vraiment une capacité de production importante et il s'est beaucoup intéressé en fait à l'art optique. Et ensuite, il a voulu démocratiser et rendre accessible en fait son art au plus grand nombre. Du coup, c'est l'un des premiers qui a vraiment beaucoup produit dans les années 60-70. Enfin, il y avait du Vasarely absolument de partout. C'est assez incroyable lorsqu'on fait des recherches. Et à dimension industrielle, donc carrément sur des bâtiments, ça Tout à dépasse fait, oui. l'œuvre d'art telle qu'on l'entend de façon un peu classique. Oui. Ouais, d'accord. Bah, il y a un bel exemple à la gare Montparnasse. Alors attends, rappelle-moi, là je l'ai peut-être pas en tête, j'avoue. On marche dessus, quelque chose comme ça? Parce que ça arrive, parfois on marche sur des œuvres et on se rend pas compte. Non, de part et d'autre du hall, en fait, tu as une frise colorée qui est... Ah oui, ça y est, je Voilà. vois. Ok, Bon, bah, d'accord. Bah oui, non mais oui. En fait, c'est du Victor Vasarely, ça date de 1971. Ça fait partie de ces artistes qui sont tellement rentrés en fait dans la culture populaire qu'on se rend plus forcément compte qu'ils sont un petit peu partout et qu'ils ont établi des codes qui sont restés. Tout à fait. Est-ce qu'il est contemporain de Soulages, qui est peut-être plus connu des personnes qui nous écoutent? Pas spécialement. Oui, bah si, bah de toute façon ils sont... Oui. C'est la même veine avec ce travail mat brillant, ça me fait penser et à puis ça. c'est les travaux vraiment de recherche spécifiques, tout à fait. D'accord. Victor Vasarely était un artiste qui cherchait en permanence en fait.
Quand on rentre à la Fondation Vasarely, c'est sensationnel parce qu'ils ont une très belle exposition où on rentre vraiment sur les croquis, les boîtes de couleurs, de formes, etc. Et ils cherchaient énormément. Ça fait un petit parallèle. Alors vraiment là, je repars super loin avec même Léonard de Vinci qu'on voit souvent comme le peintre, mais en fait c'est un chercheur. Et j'aime bien rajouter cette dimension justement scientifique dans l'art. Et puisqu'on parle de science et d'art, du coup, transition, tu nous expliques un peu le cas de figure de ce chantier que tu as vécu. Oui, eh bien avec plaisir. C'est parti. Écoute, chantier assez exceptionnel. Donc déjà, la Fondation Vasarely, c'est vraiment un espace particulier. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le visiter. Un jour. C'est ouvert au public? Tout à fait. Oui, c'est un musée qui est ouvert au public. Il y a une partie de la collection qui est Musée de France. Et concernant les intégrations, elles sont classées monuments historiques. Donc les intégrations, on les trouve dans les alvéoles de la Fondation. Et là, c'est absolument sensationnel parce qu'on est au pied de murs de 50 mètres carrés et dans des hexagones et on déambule dans les hexagones comme ça. Donc les deux peintures Nexel, on a Tridim qui est dans l'alvéole 8 et Z qui est dans l'alvéole centrale, l'alvéole numéro 5. Ces deux peintures à base de peinture Nexel, en fait, elles étaient entièrement recouvertes de voiles blancs hétérogènes qui cassaient complètement la lisibilité des œuvres. Z est une œuvre qui est composée de 488 cartons. Oui, tu nous disais que c'était énorme. Carton justement, oui, là, sur ce cas. Carton recouvert de peinture Nexel. Et Tridim, c'est 77 ou 79 formes géométriques en panneaux de type MDF, là, les panneaux de médium, recouvertes de peinture Nexel. Donc ça fait quand même un sacré nombre de figures géométriques. Et Z est plutôt dans les tons noirs et rouges, avec un petit peu de gris. Et Tridim blanc était à la base une nuance du blanc au noir, qui très vite est devenue une palette un petit peu plus chaude, avec des terres et des gris, quoi. Ok. Donc on est quand même sur des monochromes un petit peu aussi. Enfin, t'as le rouge quand même, mais... J'allais venir. Ouais, pardon, je t'en prie. La particularité de Victor Vasarely, qui est très joueur, autant au niveau des couleurs que des formes, parce qu'il adore le monochrome. Donc chaque petite pièce géométrique ou grosse pièce géométrique, en fait, est un monochrome coloré. Donc en fait, on se retrouve en tant que restaurateur au pied d'œuvres de format monumental, mat. On aime tous ça. Le mat est très dur à retoucher, c'est ça. Le mat est extrêmement dur à retoucher, extrêmement dur à nettoyer aussi, extrêmement dur à consolider. Avec les tout petits creux, ton effet pot de pêche en plus. Oui, tout à fait. Donc très complexe et donc recouvert de ces voiles complètement hétérogènes blancs. L'équipe d'Émilie Foss avait été accompagnée par le CICRP en 2019 lors de l'étude préalable. On a été, nous, accompagnés du laboratoire CARA. Donc, on avait tous ces rapports à dépioter. Il fallait s'en nourrir aussi pour pouvoir anticiper l'intervention. Donc, en fait, les voiles blancs, c'était des cristaux d'acide adipique qui sont solubles à l'eau. Alors, quand tu sais ça, c'est super. Adipique comme adipeux? Oui, alors on pourrait y penser, mais non, rien à voir. Ça part. Non, c'est une recristallisation d'acide adipique et qui peut provenir soit d'un problème au moment de la formation du film de peinture polyuréthane, ou alors d'un élément pathogène extérieur, comme des produits d'entretien ou autres. Mais voilà, on n'a pas la cause exacte de cette présence. Créature inconnue sur cette drôle de planète. Voilà, exactement. Et donc, quand on a un savoir-faire de plusieurs années sur les méthodes de nettoyage aqueuse, on se dit, bon, c'est soluble à l'eau, formidable, ça devrait bien se passer. Mais en fait, les Nexel ne tolèrent absolument pas les méthodes aqueuses. Voilà, donc dans le dossier d'études préalables, on avait des propositions d'intervention à base de solvants, de silice micronisé, etc. On a quand même cherché de notre côté avec le pH et la conductivité. On a cherché avec une aspiration
une aspiration simultanée. Paolo Cremonesi était dans notre équipe et est venu sur la phase de test préalable. Donc en fait, on a démultiplié les tests parce qu'en fait, lorsque tu te rends compte que tu ne peux pas retirer cette couche blanche, ni avec les méthodes aqueuses, ni avec les méthodes solvants, qu'est-ce qui reste? T'es au pied du mur de Vasarely, du coup. Exactement. Donc en fait, on s'est retrouvés très vite face à cette conclusion qu'il fallait passer par de l'action mécanique. Voilà. J'imagine très bien là. Oh là là. Donc en fait, l'action mécanique sur une surface mat, qu'est-ce qui se passe? Et rugueuse, donc au niveau microscopique, Voilà, faut que c'est ça. les personnes qui écoutent imaginent, mais si tu grattes, en fait, il y a des petites billes qui sautent, quoi. En gros, c'est En ça fait, si l'idée. tu grattes, tu vas polir la surface. Ouais. Donc tu la changes rendre le brillante. visuel, tu Adieu retires. la matité. Ouais. Donc clairement, ce jour-là, trouillomètre à 0. On était là, vraiment, comme tu dis, très bien, au pied du mur de Vasarely, à se dire waouh. Houston, on a un problème. Ouais, c'est exactement ça. Houston, on a Voilà. un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a sorti tous les éventails de gomme dont on disposait. On a même essayé un nouveau type de gomme qui s'appelait l'Aca Tissu, qui était très dense, parfait pour la Nexel. Puis après, ils ont changé. On a reçu des gommes complètement effritables. Ça n'avait pas du de tout. la Ah ouais, même non. marque, tu veux dire que ça marchait oui. plus. Non, ça ne fonctionnait la plus. fiabilité Donc du on a produit. fini avec la Capad, plusieurs, anciennement Vichab, plusieurs densités de gomme, plusieurs passages, avec tout un protocole aussi, parce que lorsque tu gommes, tu as énormément de résidus. Ouais. Et en fait, tu vois, si je prends l'exemple de Z, qui est composé de 488 cartons de 24, 24 cm de côté, je calculais l'autre jour en préparant ma conférence au C2RM. Je calculais, en fait, ça fait 46 800 et quelques centimètres d'interstice à vérifier. C'est ce qu'on a fait à la fin d'un chantier pour être sûr de retirer tous les résidus de gommage. Qui viennent se loger dans des toutes petites infractuosités. Exactement. Voilà. Vous étiez combien sur le chantier? J'avais monté une équipe de 7 personnes. Et ça dure combien de temps? Les gens adorent cette question. Oui, et puis moi aussi, voilà, là, j'avoue c'est que j'ai envie. Le grand format comme ça, c'est quand même tellement exceptionnel qu'on se rend pas compte. Quand on est professionnel, c'est dur à quantifier quand même ça. C'est très dur à quantifier, effectivement. Nous avons travaillé sur les 2 intégrations en simultané, parce qu'il fallait avancer en simultané. Sur Z, on s'occupait essentiellement de la peinture Nexel, puisqu'il n'est composé que de peinture Nexel. Tridim blanc est composé de peinture Nexel sur un fond glycérophthalique blanc qui fait partie de l'œuvre. Donc en fait, on a fait la balance à chaque fois entre les alvéoles. C'est un chantier qui a duré 16 semaines. D'accord, donc à temps plein, bien sûr. À temps plein, 7, 16 semaines à ouais. 7. Oui, ça a tourné. Il y a des semaines où on était 4, où on était 3. Mais on était... oui. Vous faites des séances d'étirement le soir et le matin, ça se passe voilà, comment? c'est ça. Faites du sport, ça casse, hein, vraiment. Oui. Parce que du coup, t'es dans ce Alors en petit fait, geste. c'était une très bonne question, je te remercie. En dehors des étirements et des cours de yoga qu'on peut prendre dans l'hébergement pour se détendre, très concrètement, je suis assez contente parce que j'ai réussi à utiliser les talents de chacun. Il faut savoir que gommer une peinture Nexel, en fait, ça crée des marques. Donc en fait, on fait vraiment plusieurs passages. Et en fait, au fur et à mesure, je faisais tourner les équipiers parce que chacun avait son geste et chacun, il fallait vraiment avoir quelque chose d'homogène. Comme ça, tu trouves un geste à la fois homogène de chacun, mais une hétérogénéité qui va recréer ce fondu mat. Voilà. Ne jamais sous-estimer déjà la gomme comme solution. Oui. Et quand même, malgré tout, petite précision pour les auditeurs, non, ce n'est pas aussi facile qu'une simple gomme à acheter. Il y a tout un geste et parfois il faut être 7. Hein. Ah oui, tout à fait. Et puis la gomme n'était pas la seule action mécanique qu'on a utilisée. Puisqu'en fait, il faut savoir que les intégrations sont quand même très proches du public, ou je vais reformuler, le public est très proche des intégrations au sein de la Fondation Vasarely. Et malheureusement, il y a eu beaucoup d'incivilités depuis leur création. Et elles n'ont pas attiré que la poussière, elles ont attiré les artistes en herbe qui ont laissé leur empreinte en fait à hauteur d'homme.
Il y en a qui sont servis des intégrations comme post-it, hein. On a des prénoms, on avait des numéros de téléphone inscrits sur les œuvres, des grilles de morpion aussi. Ah ouais, carrément. C'est vraiment très proche, il y a une barrière, quelque chose? Oui, il y a des mises à distance historiques, il y a, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, mais Mais on peut quand même suffisamment s'approcher si on Tout a à envie, fait. quoi. De toute façon, même si c'est très loin, on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive oui, voilà. à son objectif. Et donc, en fait, sur les zones extrêmement altérées, qui étaient en plus recouvertes de cristaux d'acide adipique, il y a des endroits où on a dû utiliser de la micro-abrasion. Donc avec des petites éponges abrasives, avec un grain assez fort quand même, parce que trop lisse, ça aurait aussi lustré la surface. Crayon vert, ça marche pas en fibre de verre, c'est trop fort. Non, la fibre de verre lustre immédiatement. Ouais, au contraire, c'est métal contre... Enfin, pas métal, mais ça doit faire un effet de polissage comme une agate, quoi. Oui, très rapide. Mmh. Même pour la retouche, je vois pour la retouche, c'était impressionnant parce que pour la retouche, alors on a eu beaucoup de chance, la retouche était très efficace avec les pastels écus. Et elle tenait extrêmement bien sur la peinture en Excel parce que les fois où on n'était pas juste avec la palette de teintes mise en place par Victor Vasarely, lorsqu'on n'était pas juste, il fallait bien évidemment gommer et repartir sur de bonnes bases. Et en fait, le gommage était nécessaire pour retirer la retouche au pastel écu qui reste un pastel sec. Ouais, bien sûr. Rien que l'utilisation des crayons de couleur, en fait, lustrait la surface. Mais oui, c'est trop dur, Donc, ouais. Pour petite info historique, tu dois le savoir, mais pour ceux qui écoutent, le pastel au 18e, on parle déjà de peinture au pastel, même si c'est une technique qui ressemble au dessin plutôt, et ça se pratiquait déjà sur un papier sablé, donc l'équivalent d'un papier abrasif. Oui. Donc t'as un petit peu, on retrouve ce côté, justement, accroche. ce petit grain qui accroche, donc ça fait complètement sens ton idée de retouche. Alors de la peinture, j'imagine, aurait rempli en fait les infractuosités et fait quelque chose d'un peu... Si t'avais fait de retouche vernis ou... Ouais. On a bleuché la surface. Bleuché. Oui, il y a un peu de ça. Au pinceau, tu peux même un peu complètement. poudrer. On a vraiment mis les crayons, enfin les tubes de pastel, on les a en fait, on les a limés pour qu'ils deviennent poudre en fait. Et on les a vraiment bleuchés à certains endroits. On a bleuché. Comme ça, tu peux faire ton mélange au pinceau et de plusieurs grains. Parce que un petit pinceau vraiment trop précis, sur des lacunes un peu diffuses, bien évidemment, on n'a pas débordé plus que ça, mais voilà, sur les parties très précises, avec un petit pinceau, ça crée aussi des brillances. L'enfer. Tout ce qui n'est pas un peu hétérogène, finalement. Voilà, c'est ça. Ce qui est le grand paradoxe de la restauration, parce qu'on a toujours cette idée du geste très précis, très fin, et parfois, en fait, c'est compromettant aussi de vouloir trop cibler son geste. C'est amusant que tu parles de tout ça, et je m'y attendais évidemment pas du tout, parce que c'est des techniques qu'on utilise plus en art graphique sur papier, finalement. Toi, ton rapport à ça, sachant que tu es restauratrice, à l'origine, j'imagine, de peinture à l'huile, plutôt c'est quelque chose qui était nouveau pour toi, ou t'avais déjà... Oui, complètement. Et en même temps, tout ce qui est nouveau et tout ce qui représente un challenge, moi j'adore ça, donc c'était assez sensationnel. Bien évidemment, lorsqu'on est face aux peintures Nexel, on va jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'eau et les solvants pour les nettoyer, et encore moins pour les retoucher. Ouais, donc là, t'es complètement hors des habitudes. Ah, mais complètement, on est sorti de notre zone de confort pendant 16 semaines. Mais j'adore parce que ça montre vraiment aussi cette interdisciplinarité qu'on a entre spécialités. Souvent, on est un petit peu cloisonné parfois, alors que on vient souvent piocher et c'est là que ça marche aussi dans d'autres spécialités. Exactement. Tu veux ajouter autre chose sur cet épisode du coup, de ta carrière? Oh bah écoute, j'ai hâte d'y retourner, c'est vraiment un endroit fabuleux. Il y aura d'autres chantiers. Oui, on a étudié 2 œuvres avec le CICRP au mois d'octobre, qui elles sont en peinture alkyd. Donc nous sommes en train de travailler sur les projets à venir pour les autres intégrations. Super, et maintenant tu connais le terrain, on va dire, cette drôle de planète. Il y en a d'autres qui avaient ce problème de blanchiment ou c'était vraiment les Vraiment deux... caractéristique au Nexel. Ouais, c'est très particulier. Okay. Et il n'y en avait que 2 dans l'ensemble des comme ça. Tout à fait. D'accord. Donc c'est vraiment une expérimentation qu'il a faite qu'une fois. Oui, ça reste un chantier exceptionnel. C'est pour ça que je suis contente de pouvoir en parler pendant ton podcast, c'est génial. Et puis le partager aussi sur diverses conférences. Voilà, parce qu'il existe d'autres types d'œuvres sur la planète à base de peinture Nexel et c'est important de pouvoir partager la connaissance et le retour d'expérience.
Oui, parce que tu n'avais peut-être pas pu justement accéder à des retours d'expérience d'autres personnes. Ça n'a jamais été fait ou Non. En dehors de rencontré, l'étude préalable, qui est bien évidemment composée d'un certain nombre de tests, mais voilà, c'est très limité aussi. Voilà, c'était moins dans la pratique, c'était le début. Voilà. Et puis on sait tous ce que ça donne les tests, ils sont bien évidemment indispensables. Exactement. Mais en réalité, c'est tout à fait ça. Voilà, ils fonctionnent toujours très très bien sur des petites zones. Exactement. Et puis lorsqu'on passe sur l'intégralité de l'œuvre, il faut s'adapter systématiquement aux imprévus. On est souvent pionniers quand même dans notre propre domaine, dans notre propre spécialité, dans un propre projet. Voilà, oui, tout à fait. On est un peu pionnier de toutes les œuvres parce que rien ne se ressemble finalement. Oui. Et du coup, tu vas publier avec toi ou ton équipe là-dessus. Tu as fait une conférence, je crois, là, il n'y a pas longtemps du tout sur le tout à fait, à la RAFU. Donc, il y a des textes de publication qui sont en cours. Je fais la conférence au C2RMF également sur ce sujet-là avec un point de vue un peu plus scientifique pour pas faire un bis repetita non plus voilà, de celle que j'avais fait au mois de mars à la RAFU. Et puis on continue les recherches, donc oui, on partage un maximum. Ça laisse une trace pour la suite. Ah oui, tout à fait. Comment t'as démarré toi dans ce métier ? Eh bien, écoute, moi, je sors initialement de l'école de Condé. J'ai fait l'école de Condé dans les années 90. Suite à ce premier diplôme, en fait, je suis rentrée dans la vie active en répondant à une proposition de job dans une entreprise de Loire-Atlantique qui gérait les monuments historiques, la restauration des monuments historiques, tout ce qui était peinture murale, fresque et bois polychrome. J'ai été embauchée dans cette entreprise quelques années en tant que responsable de chantier. C'était sensationnel parce que nous étions en déplacement toutes les semaines et par la suite, devenue maman, j'ai décidé de me consacrer un moment à mes enfants. Je ne voulais pas les trimballer comme des koalas sur les échafaudages. C'est compliqué avec la restauration. Les scalpels, tout ça. Exactement, ça marche pas. Donc je me suis dit, bon, t'as bien profité d'être sur les routes pendant un petit moment, c'était sympa. Et j'ai décidé en fait d'arrêter ce job-là et de me consacrer un moment à mes enfants pour ensuite créer ma propre entreprise. Donc tu savais que tu reprendrais la restauration après quand même ? C'était juste une évidence. C'était sûr, ok. D'accord. Oui, mais en sédentarisant mon activité pour pouvoir m'occuper de mes filles. C'est-à-dire de créer un atelier pour rester à l'atelier et pouvoir gérer ma famille en créant ArcoArt en 2007. D'accord, donc ArcoArt, c'est toi en fait. Au début, ArcoArt, on disait que c'est moi. C'était ta première entreprise. Okay. Oui, tout à fait. Et c'est toujours ArcoArt en fait. Qui a grossi, mais c'est ton entreprise d'origine. Okay. Oui. Et donc, tout en créant ArcoArt, en fait, en 2007, le parcours a été semé d'embûches. En 2008, j'ai eu en fait une séparation. Voilà, je me suis séparée du père de mes enfants et je me suis retrouvée seule avec une entreprise de moins d'1 an et 2 petits bouts de chou à élever. Ça fait bizarre. Lorsque ton entreprise est toute jeune, en fait, et te retrouver avec cette responsabilité familiale, c'est assez angoissant. Mais je me suis accrochée parce que c'était mon projet. ArcoArt est ce qu'il est aujourd'hui. J'en suis hyper fière, clairement. Voilà, je me suis accrochée, je me suis formée. J'ai fait plus d'une vingtaine de formations à l'INP. Sur tout un tas de sujets absolument passionnants mis en place immédiatement à l'atelier pour pouvoir m'approprier ces techniques et augmenter mon savoir-faire. En 2015, j'ai fait un énorme burn-out. Ok, donc là, tu as fait 2008 à 2015. 2008 à 2015, je me forme, je gère mon entreprise, je gère ma famille. Oui, voilà. Tout ça sur des journées de 24 heures. Des bases, en fait. Voilà, c'est ça. 2015, burn-out. Donc compliqué. Quand le matin, tu arrives à l'atelier, que tu enfiles la clé dans la serrure et que tu ne peux pas mettre un pied à l'intérieur. Ce burn-out a duré pendant 2 mois. C'était très complexe. Et un jour, ça va mieux. Tu retrouves ton peps, tu retrouves ton sourire et ta niaque. C'est absolument sensationnel. Ça arrive comme ça repart, ou ça repart comme ça arrive. Je ne sais pas d'où ça vient. Tout va bien. Okay. Voilà, le propre du burn-out. Même si tu peux travailler sur les causes et les conséquences. Waouh. Donc, le jour où j'ai repris la niaque, je me suis lancée dans le programme de VAE de l'INP.
Et j'ai décroché en 2016, en fait, mon Master 2 de restaurateur du patrimoine. Donc aujourd'hui, je suis diplômée de l'INP et maître artisan d'art, d'ailleurs, au passage. Ok, t'as fait ça après. J'ai fait ça entre les deux, en fait. J'avais oublié de t'en parler. Tu es avide de formation, il y a tellement de choses que... Voilà, oui. Et puis, et je continue, d'ailleurs, depuis, à me former en permanence. Et c'est absolument passionnant. Ouais. Oui. Bien. Bah, chapeau. Franchement. Merci. Ouais. Sachant qu'à chaque fois, j'ai vraiment envisagé les formations comme un investissement. Tant un investissement temps qu'un investissement matériel, etc. C'est-à-dire que je ne voulais pas rajouter des lignes à mon CV. Je voulais m'organiser pour mettre en œuvre immédiatement les connaissances acquises pendant la formation. C'est dans le cadre d'un projet que tu vas faire cette formation, ou l'inverse, mais en tout cas, c'est jumelé à Tout à une fait. mission, quoi. Mhm. Ouais, d'accord. J'anticipais à chaque fois ma liste de Noël. Stratégique, quoi. Je faisais une liste shopping. Ah oui, c'était très stratégique. Ouais, tout à fait. Ouais. Je sais qu'à chaque fois, et encore aujourd'hui, lorsque je pars en formation, voilà, je sais exactement ce qu'il faut que j'achète comme matériel dès mon retour. Et à réception du matériel, c'est en place dans le labo et on y va, quoi. Et on cherche le chantier si on n'a pas déjà un. Oui. Et puis on s'approprie la technique et au moins on peut proposer non pas une ligne d'expérience, mais du savoir-faire. Je comprends. Il y a une subtilité. Ouais, complètement. Et tu pratiques toujours en atelier, parfois sur des œuvres un peu plus, on va dire, classiques dans l'idée qu'on se fait, ou maintenant, ça y est, t'es sur chantier tout le temps Je travaille aussi dans mon atelier. Ouais. Donc, ArcoArt est installé au PEPAC, comme je te disais tout à l'heure. Donc, je travaille beaucoup dans mon atelier, oui. Et puis, je suis ravie quand je pars en chantier. C'est complémentaire, c'est bien. Complètement, ouais. Et avant les études, qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? Tu saurais nous donner le premier souvenir que tu as du patrimoine, en tout cas, ou de l'art? Alors, en fait, oui, j'avais des tableaux dans ma famille. Donc, des tableaux qui venaient de mon arrière-grand-père. J'avais mon grand-père qui avait beaucoup d'appétence pour voilà, la création artistique et tout un tas d'autres sujets. Et mon papa aussi qui était dans le dessin et la peinture. Voilà, donc ça m'a beaucoup attirée. Et en fait, ce qui m'a surtout attirée, c'était pas seulement le côté artistique. Bien évidemment, il faut avoir la fibre pour être restaurateur du patrimoine, mais c'est aussi tout le côté scientifique, recherche, rencontre aussi, c'est absolument sensationnel. Enfin, tous les gens qu'on peut rencontrer dans notre métier, avec qui on peut collaborer, c'est une très grande richesse. Et qu'est-ce que t'aimerais le moins dans ce métier, finalement? S'il n'y a pas, il n'y a pas. En fait, il est tellement complet, diversifié et riche de tant de domaines au quotidien. Et vraiment, comme tu le dis, et tu l'as bien cerné, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la recherche. Le fait de se remettre en question en permanence. Ce que j'aime le moins, peut-être le temps que ça demande, tout ça. Ouais, il n'y a plus trop de place forcément. Voilà, je dois apprendre à prendre des rendez-vous avec moi-même. Comme beaucoup de personnes à leur compte. Non, déjà tout court, et puis dans ce milieu particulièrement, on est très dévoués, très convaincus. Tout à fait, mais enfin voilà, j'ai absolument rien que je pourrais mettre à la trappe. Pas d'ombre au tableau. Pas d'ombre au tableau, mes journées sont vraiment très riches et j'adore ça. Parce que là, ça fait combien d'années que tu pratiques du coup? Alors moi, je suis sur les pistes depuis 2001. Ok, ça Donc marche. attention, oui, On n'est pas toujours bon en calcul, même si on aime les sciences. Si, 23 ans. Ouais. Ouais, ça pique quand tu me poses cette question. Désolée. Donc 23 ans de savoir-faire. Non, c'est positif. Voilà, Non, c'est du c'est savoir-faire, pas- exactement. 23 ans de savoir. Comme tu as réussi à retourner, bravo. Franchement, Ouais. c'est très positif, en effet, ta vision des Oui, choses. c'est très positif. C'est chouette. La question un petit peu qui tâche, mais justement, l'idée, c'est de répondre avec quelque chose un enseignement et pas une critique. Qu'est-ce que c'est qu'un bon ou un mauvais conservateur-restaurateur, finalement, selon toi, d'après ton expérience? Alors écoute, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se forment régulièrement. J'adore en fait rencontrer mes pairs. Voilà, je trouve qu'il est important de ne pas s'arrêter à son diplôme en fait.
et de chercher systématiquement une mise à jour des connaissances et de faire un reboot permanent du logiciel pour pouvoir vraiment être au top. Être à jour tout le temps. Exactement, Ouais. c'est impératif. Et ça va de pair aussi avec l'envie d'investir. Il faut pouvoir investir dans les formations, investir dans le matériel, investir dans son quotidien de professionnel. Ouais, tout simplement, il faut avoir envie de le faire, quoi, Voilà. clairement. C'est vrai que c'est un métier où c'est dur de pas être à 100%, je trouve. Hein. Je sais pas comment toi tu équilibres. Ah oui. C'est très dur, et en plus, comme c'est un métier, c'est les métiers passion, en fait. Déjà, on aime Oui. ça, et même quand ça devient un peu trop, c'est dur de stopper, parce que c'est vrai que si t'es pas à fond, potentiellement, tu travailles un peu moins bien. Enfin, c'est une balance assez difficile, Oui. hein, quand même. Oui, l'équilibre est Ouais. fragile. Ce serait compliqué. C'est beau. Comme les œuvres, finalement. Exactement. Ce serait quoi ton conseil à quelqu'un qui débute dans cette carrière? Il faut s'accrocher. Il faut être à fond et il faut se poser les bonnes questions. Notre métier est un métier qui, j'ai souvent décrit comme un métier fantasmatoire en société. En fait, lorsque tu dis que tu es restaurateur du patrimoine, ça met des paillettes dans les yeux de tes interlocuteurs qui sont absolument émerveillés d'être en face de quelqu'un qui, pour eux, a la chance d'être en contact avec le beau, avec l'art toute la journée. Alors effectivement, moi je remercie le ciel, effectivement, j'adore mes journées, j'adore être au contact de l'art, mais ça ne tombe pas du ciel justement. Non. Enfin voilà, tout ce qu'on fait au quotidien, tout le parcours professionnel qu'on parcourt chacun et que j'ai parcouru depuis 23 ans en fait, ça se mérite. Ouais. Faut aller le chercher. C'est pour ça qu'il faut regarder derrière les 23 ans avec Ouais, c'est cette ça. fierté, parce que franchement, Oui, tout tenir à fait. tout ce temps-là, et en plus cette joie que tu gardes, c'est c'est bien, merci. tu vois. Bah non, mais c'est vrai. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que ça se mérite et c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions, même tout au long de son parcours professionnel. Et si on sent clairement qu'en fait, on s'est planté et on n'arrive pas à s'épanouir en tant que restaurateur du patrimoine, c'est pas grave. Ouais. Faut pas s'acharner. Il y a Je crois tout pas, un tas d'autres métiers Ou faire une vraie absolument pause exceptionnels. aussi et reprendre Oui, justement. voilà, C'est vrai que c'est c'est ça. un métier où il vaut mieux pas s'acharner tout court, parce que c'est là qu'on fait des bêtises aussi. Complètement. Justement, quand on n'est pas en... On parle pas beaucoup de ça, c'est un grand sujet que j'aimerais beaucoup développer Ouais. un jour, et puis c'est aussi peut-être à ça que sert le podcast, quelque part, à documenter l'individu. C'est ce rapport à soi qui est très important dans cette Complètement. profession. Et il l'est dans tous les cas humainement, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans la société, et dans notre métier, ça se ressent vraiment très très fort, quoi. Oui. Il y a ce côté vocation, où si t'es pas en accord avec toi-même, pas bien dans tes pompes, c'est Et comme oui. un artiste qui peut pas créer, même si on évite de trop nous superposer avec le travail d'artiste qui est autre chose. Mais il y a cette fibre, comme tu disais, il y a ce besoin quand même d'être oui, en oui, harmonie c'est avec ton important. geste, Ah, quoi. mais complètement. Ouais. Ça va, toi? Ah ouais, nickel. Cool. Dans les épisodes, en général, je pose 2 questions au choix aux invités, et du coup, je t'invite à en choisir une qui te plaît le plus, ou les deux, si tu as envie, selon l'inspiration. Alors, la première, c'est que tu dois convaincre le gouvernement que, en bref, notre métier est absolument essentiel, il doit obtenir tous les financements du ministère de la Culture, hein, devant absolument tous les autres ministères d'ailleurs. Et la deuxième option, c'est tu dois expliquer à Mr Bean qu'il ne peut a priori pas faire ce métier. Pour moi, la culture, c'est pas un métier, c'est une passion. C'est là. Oh le pauvre. Ah oui, on va réparer ça. Oui, ça, non, il n'y a pas les bourses là. Je suis restauratrice, mais ça ne se mange pas. Voilà. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Très bien, merci pour les questions, Ségolène. Eh bien, écoute, pour la première, je pourrais argumenter auprès du gouvernement lors de mon prochain rendez-vous à l'Élysée que pour que les œuvres du passé puissent être les œuvres d'avant-garde de demain, il faut qu'elles soient restaurées aujourd'hui. Et il est donc évident que le domaine de conservation-restauration figure sur la première ligne budgétaire du ministère de la Culture. Là, on parle argent, donc en général, Voilà. ça parle au gouvernement. En fait, nous ne sommes plus dans le débat, c'est une réalité. Et la deuxième question, expliquez à Mr Bean pourquoi il ne peut pas faire ce métier.
Oui, donc Mr Bean, donc effectivement, lorsqu'il sort son mouchoir de sa poche et qu'il se passe cette catastrophe sur le portrait de la pauvre Madame Tussaud, comment lui expliquer qu'il ne peut pas faire ce métier? En fait, je l'encouragerais à suivre des initiations. Si, il peut faire ce métier à condition qu'il s'intéresse à ce métier correctement. S'il suit des initiations à la restauration du patrimoine, en fait, il aurait déployé son mouchoir, il aurait vérifié qu'il n'y avait pas de l'encre dessus avant de frotter le portrait. Parfois, c'était Quelque chose d'aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai. Du bon sens. Ouais. Voilà, du bon sens. Bon, sachant que ça fera bien évidemment pas de lui... une initiation ne peut pas faire de lui un restaurateur. Une initiation, c'est quelques heures. Et une formation, c'est 6300 heures à minima, plus les années de savoir-faire. Donc, pas de crainte. Il fera pas notre job, il va pas nous piquer nos clients. Mais au moins, il arrêtera de faire des boulettes. Et puis on parle pas assez de tous les métiers du patrimoine, et rien que dépoussiérer une œuvre, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas anecdotique du tout. Et il y a vérifier l'intérieur de son mouchoir, il y a vérifier qu'il n'y a pas des aspérités, est-ce que la surface peut le permettre, et c'est pas toujours les conservatrices qui dépoussièrent les œuvres, il y a plein de métiers avant ça. Oui, et encore, là tu parles du meilleur scénario lorsque ça se passe en institution ou de bon usage, de bonne manière. On a toute une branche professionnelle de métiers qui gravitent autour des œuvres et qui, avec ou sans nous, touchent aux œuvres. Et c'est nécessaire. Ça, c'est aussi quelque chose, on est très exigeant dans notre profession. Parfois, la réponse est un peu catégorique, genre « Ah non, vous touchez pas si vous n'êtes pas formé. » Mais parfois, il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y aura jamais le budget, donc parler même de devoir payer juste... T'as besoin quand même de faire quelque chose, donc comment le faire au minimum et du mieux possible. Correctement. Sachant que les gens qui font appel à ces professionnels-là ne payeront pas une prestation de restaurateur. En fait. Voilà. Donc bon, moi je sais que je suis formatrice depuis 2008. Je pense avoir sauvé un certain nombre d'objets de manière indirecte grâce à ça. Parce que mes stagiaires, en fait, j'ai réussi à leur poser les limites. Ils ont, grâce à mes formations, arrêté de mettre des pièces au revers des tableaux et de les maintenir avec de la glu pour être sûr que ça tienne. Ils ont arrêté de nettoyer des peintures. C'est quoi? C'est une superstition? Non, pas du tout, je t'assure. Attends, j'ai pas fini. Ils ont arrêté. Non, je t'en prie. Ils ont arrêté de nettoyer les tableaux avec du canard WC ou d'autres produits. Ils ont arrêté de cirer les tableaux avec du cirage à chaussures pour les patiner. Enfin, c'est formidable. Aujourd'hui, ces professionnels-là viennent en cours d'initiation et travaillent leur tableau avec moi sous ma supervision. Et ça se passe bien. Et quand ils ont le moindre doute, ils m'appellent, moi ou un confrère ou une consoeur. Et c'est là où on peut justement tenir ce discours de non, là, voilà. Mais c'est quelque chose, souvent, on ferme la porte trop tôt dans notre profession à vouloir très bien faire, ce qui est tout à fait honorable. Je l'ai fait aussi plein de fois. Mais... il y a quand même besoin en fait de guider le geste, parce que si tu dis juste non, la personne va le faire dans tous les cas, elle a pas les moyens, donc, non, ouais. Et puis elle a pas demandé ton avis aussi, la liberté de chacun, et on connaît pas la valeur, etc. Non, c'est bien plus complexe que il faut être diplômé, voilà. Mais ceci dit, par contre, moi il y a une chose que je mettrais en préventif, c'est demander toujours l'avis d'un professionnel avant. Et navré si la personne vous envoie peut-être pas très gentiment, mais vaut mieux toujours demander un avis. La plupart des collègues, on est tous hyper contents de donner un conseil, même si c'est pas forcément ce que la personne espérait, parce qu'il y a toujours ce rêve de pouvoir manier les coups en soi-même et tout, mais ça peut épargner, comme tu dis, des catastrophes. Et puis rester ouvert dans le partage de la connaissance. Enfin, on est responsable de ce qu'on partage, on n'est pas responsable de ce que les gens vont faire, en fait. C'est ça. Avec ou sans nous, ils le feront. Donc voilà, notre rôle à nous, c'est de protéger les objets du patrimoine. C'est vraiment ça notre mission en fait. Donc si on peut aider à éviter les catastrophes, c'est formidable. C'est sûr qu'on suit une charte qui est quand même beaucoup plus, et puis des formations qui sont très axées muséales, et qui prennent très peu en compte finalement la petite... qui a beaucoup de valeur sentimentale pour la personne, et qui, celles-là, ne bénéficieront, disons-le, potentiellement jamais d'un conservateur-restaurateur, quoi. Alors, j'introduis une nouvelle question dans cette nouvelle saison. Si tu avais ton propre épisode MacGyver,
comment il se passerait. Parce qu'on dit souvent qu'on est les MacGyver du métier, hein, on l'a vu, on est souvent en train de chercher des solutions, parfois même dans d'autres professions. Donc est-ce que toi, tu as un exemple comme ça? Écoute, des exemples à la MacGyver, je crois qu'on en a au quotidien dans nos ateliers. Donc en fait, dans mon atelier, tu vois, ça va passer du lit médicalisé qui est transformé en table élévatrice. Ça marche super bien, je vous le recommande, c'est absolument sensationnel. C'est pas mal ça. C'est sensationnel, vraiment. On transforme les lits médicalisés en table élévatrice. Ça coûte pas très cher, ça demande de l'huile de coude et ça se passe très très bien. C'est une bonne idée, ouais. Celle-là, je l'ai jamais entendue, tu vois. Tu vois, voilà. On peut faire mille et une choses en détournant les objets. Tu vois, j'ai fait pas mal de formations, même avec Paolo. Paolo, c'est un MacGyver de compète. Ah bah Paolo, maintenant, on dit juste Paolo, on dit même plus son nom. Oui, c'est clair, Paolo Cremonesi, c'est absolument sensationnel. Enfin voilà, on utilise grâce à lui des pousses-seringues pour avoir en fait le goutte à goutte permanent sur la zone de travail, un aspirateur chirurgical pour retirer l'eau sale immédiatement en contact avec... Comme chez le dentiste. Exactement, enfin voilà, on détourne les objets en permanence. Donc MacGyver, il peut être fier de nous. Franchement, j'ai passé, pour l'anecdote, je parle du dentiste avec cette histoire d'aspiration, j'ai passé des heures et des heures et des heures au dos d'un papier peint où franchement ça me ruminait le poignet, enfin tout y est passé, d'enlever en fait un doublage de papier peint. Et puis j'avais rendez-vous chez le dentiste donc dans la journée qui s'est entrecoupée par donc voilà, ce truc, j'étais à plus de 300 heures, j'en pouvais plus. Et pause dentiste, voilà, je suis sur le truc comme ça là, il me fait passer sa fraiseuse et là je suis une Dremel. Il y a vraiment ce moment, tiens, Eureka. Et voilà, et comme il est assez drôle, en plus il m'a autorisé à le filmer et tout. Et bref, il était... Voilà, les révélations du quotidien, je suis entièrement d'accord. Tout est exploitable, il faut juste savoir comment l'utiliser derrière. J'ai utilisé beaucoup de Dremel sur les dos enduits de céruse, sur les tableaux, c'est absolument sensationnel. Hein. Bon, ça demande une sacrée dextérité parce qu'il faut rester concentré à la seconde, là, tu peux pas faire ça 3 heures. Tu creuses trop, voilà. Donc en fait, ça demande vraiment une pâte de velours, mais l'outil en lui-même, c'est sensationnel pour ça. Je pense qu'il faut avoir fait des milliers d'heures au scalpel avant d'oser aller à la Dremel, alors que souvent on penserait à l'inverse plutôt, tu vois, que le scalpel c'est quand t'es expert et que tu commences par la Dremel. Non, là c'est... Mais ouais, ça marche très très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour cet épisode pour conclure? Écoute, je dirais bien merci à différentes personnes. Tout d'abord, dire merci à toutes les personnes qui ont mis beaucoup d'énergie, d'amour et de temps à ériger des murs sur mon parcours. Donc en fait, officiellement, un grand merci à vous, parce que systématiquement, vous m'avez poussé à sortir de ma zone de confort. Alors parfois dans la douleur, parfois dans la détermination, mais aujourd'hui, si je suis la personne que je suis professionnellement et même la femme que je suis, c'est aussi grâce à tout ça. Donc un grand merci à vous et un merci exceptionnel à l'autre groupe de personnes qui, dans la bienveillance, m'a accompagnée et m'accompagne toujours pour faire des projets assez exceptionnels, assez fous, toujours autour du patrimoine, tant par le biais d'ArcoArt, par le biais du PEPAC, par le biais des associations aussi, dans lesquelles je suis très investie. Il y a énormément de personnes génialissimes dans notre métier. Et on a beaucoup de projets sur le feu, là, ça va être sympa. Un court mot sur le PEPAC avant de se quitter. Ah oui. Donc le PEPAC, écoute, le PEPAC, c'est le pôle d'excellence art et culture, patrimoine art et culture qu'on a cofondé avec ma consoeur Montane Bongrand, qui est restauratrice textile, installé dans une ancienne école publique. Donc en fait, le site est absolument sensationnel. On domine toute la vallée du Blavet. On est à 10 minutes de la voie express au cœur du Morbihan. Et on est sur un site assez incroyable. Donc c'est un ancien ERP, établissement recevant du public, puisqu'il était rempli d'enfants jusqu'en 2021. Voilà, le site est clôturé, 2000 m², sur 2000 m², voilà, 350 m² d'ateliers partagés. Et c'est sensationnel, puisqu'on mutualise les savoir-faire et le matériel tous les jours. Les murs tombent.
C'est ça. Plusieurs, cette fois. Exactement. Les murs ne résistent pas. Vous êtes combien? Nous sommes une dizaine de professionnels. Wow, c'est grand luxe. Ouais, c'est génial. Avec des spécialités à la fois complémentaires et complètement éclectiques. Et c'est pas mal. On peut vous rejoindre du coup si quelqu'un a envie. Ah oui, avec grand plaisir. Oui, tout à fait. On peut nous rejoindre. Il y a des espaces de travail qui sont libres en coworking. Bien évidemment, il n'y a aucun souci. Les candidatures sont envoyées sur la boîte mail du PEPAC. Avec grand plaisir. Super, c'est un projet qui date d'il y a quelques années, c'est ça? Alors en fait, ça fait plus de 10 ans que je cherche l'endroit idéal. D'accord, ok. Et là, ça y est. Voilà, j'ai toujours travaillé en réseau avec tout un tas de consoeurs et de collègues vraiment génialissimes avec qui on a construit beaucoup de choses. Mais là, mutualiser en fait les savoir-faire au sein d'un réseau professionnel et également sur un lieu qui s'y prête, c'est vraiment la réalisation d'un rêve et ça marche super bien. Ah ouais, c'est clair. Merci pour tout Merci ce à partage. toi. Et Merci une beaucoup. prochaine fois, peut-être en Morbihan alors. Avec plaisir, Ségolène. Merci à toi. Les épisodes sont maintenant disponibles sur Apple Podcast, Spotify et Deezer, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube dans la version illustrée qui vous permet d'interagir directement dans les commentaires et poser vos questions aux invités. Je ferai remonter. Pensez à jeter un coup d'œil à la description où vous retrouverez des liens mentionnés dans l'épisode. Vous pouvez soutenir cette production gratuite de l'Opératorium sur Patreon afin de me permettre de créer toujours plus d'épisodes. Grâce à vous, j'ai pu acheter un deuxième micro et ainsi mettre en valeur les 2 voix, ce qui est une grande amélioration dans cette saison et pour ça je vous remercie infiniment. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain dans un nouvel épisode.